Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass où j'accueille un invité qui s'appelle Nicolas Cardi. Pour la petite présentation, Nicolas, tu as été diplômé du DEC depuis une année à partir du moment où on enregistre ce podcast. Et tu as une particularité, c'est que à chaque fois que tu fais un diplôme, souvent tu as de très bons résultats. Sur le DEC, tu as fini major de promo, sans notes reportables, tu expliqueras ce que c'est un peu plus tard. Et tu as décidé de créer ton propre cabinet, il y a quelques mois de cela, sur une verticale qui est assez intéressante, sur les professions libérales, pour ne citer que ça. Nicolas, bienvenue dans le podcast. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation, Nicolas. Aussi, en parallèle, tu es coach DEC. Ouais. Le but, c'est qu'on puisse aller concrètement dans cet épisode sur deux visions du fond de cette masterclass. Beaucoup de mémorialistes nous écoutent. Et donc, c'est très important de pouvoir leur marcher un peu le travail de la manière dans laquelle ils doivent et ils peuvent maximiser leurs chances de réussite sur le DEC. Et puis, on parle beaucoup de tech, de data, de digitalisation, de trucs super géniaux dans la comptabilité, la gestion, on va pouvoir faire ça, facture électronique. Ouais, mais en fait, à un moment donné, il faut accompagner des dirigeants profession libérale. Comment on fait ? Et donc, le but, c'est qu'aussi, on puisse comprendre comment on accompagne ces entrepreneurs et quelles sont leurs problématiques. Alors, Nicolas, déjà, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la profession comptable ? C'est quoi qui t'a passé par la tête pour arriver ici ? Écoute, c'est un amoncellement de plein de petites choses. La première, et c'est un peu par élimination, c'est que le médical, c'est pas quelque chose qui me plaisait dans la mesure où le corps humain me fascine, mais j'ai du mal avec le sang. Donc ça, c'est de suite parti à la poubelle. Et ensuite, je savais que je voulais exercer une profession où je pouvais, on va dire, façonner quelque chose à mon image. Donc forcément, profession libérale, je me suis dit. J'avais tout ce panel de professions libérales. Architecte, je ne suis pas très bon en dessin, on va dire. Donc, bon, quand on raisonne à quelqu'un de 16, 17, 18 ans, on prend que certains pans des métiers. J'aimais bien les mathématiques. Donc, si on fait un raccourci mathématique, on pense un peu expertise comptable, on pense qu'on fait des grands calculs savants. Et toutes ces petites choses-là ont fait que j'ai voulu partir dans cette profession. Et aussi, je n'avais pas envie de me cantonner à un seul endroit. Et avec cette évolution de la profession où on se digitalise de plus en plus, je me suis dit, je vais pouvoir, avec un ordinateur, bosser à Paris pour un client qui va être en Corse et inversement. Et donc, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, ce n'est pas une chose en particulier, mais plein de petites choses qui ont fait que aujourd'hui, je suis là devant toi, diplômé. Et quand tu découvres le cursus, est-ce que c'est facile pour toi ? Est-ce que ça te plaît ? C'est quoi ton appétence ? Est-ce que tu sais que quand tu vas rentrer, tu vas aller au bout et tu vas devenir expert comptable ? C'est quoi un peu ton cheminement personnel ? Si tu veux, j'ai un tempérament qui fait que quand je commence quelque chose, j'ai envie d'aller au bout. Alors, je peux le louper, mais je me donne les moyens d'eux. Je suis allé en GEA. GEA, c'était un panel assez large, parce qu'on fait aussi bien la comptabilité que du marketing, etc. Donc, ça m'a permis de toucher plein de choses. Et j'avais quand même en tête cette idée de faire expert comptable, puisque j'ai fait mes stages de GEA en cabinet d'expertise comptable. Ça m'a plu. En deuxième année, on vous propose de vous spécialiser. Donc, soit c'était GMO, c'était gestion des ressources humaines, ou spé compta. Je suis parti vers la spé compta. En fait, de fil en aiguille, GEA, CCA, DSCG. En fait, j'ai pas radé de suite le DEC, mais j'ai fait toutes les étapes en me disant je passe ça. Et puis au final, on arrive au DEC, quoi. Dans ce parcours scolaire, comme il y a beaucoup aussi d'étudiants qui nous écoutent et qui cherchent un peu d'inspiration, ces cursus DSCG, bon, toi tu l'as pas fait, mais en tout cas DSCG, taux de réussite ils sont pas incroyables, ça peut faire peur. Toi tu kills ça, tu as des résultats exceptionnels. Comment tu fais pour justement réussir à valider ça ? Je vais pas dire facilement, mais en tout cas c'est l'image que tu peux en ressortir, tu vois. En fait, si tu veux, quand je le passe, je me dis pas je vais killer ça, comme tu dis. Je me dis juste je vais mettre tous les moyens de mon côté. Et c'est peut-être un défaut finalement, c'est que j'ai pas de juste milieu. Quand je commence quelque chose, j'ai vraiment envie de me donner les moyens. Et donc, je me dis, si pour passer ce diplôme, il faut faire ça, je le fais. Et j'arrive pas à me dire, là, j'ai assez fait. Je fais au maximum que je peux. J'ai pas ce curseur qui me dit, à ce moment-là, je peux m'arrêter pour réussir. Donc, si tu veux, c'est un peu du feeling. Je bosse et puis au final, les résultats tombent. Mais quand je commence, je me dis pas, je veux avoir telle note, quoi. Ok, hyper clair. C'est-à-dire que toi, dans ton esprit, c'est que quand tu vas faire quelque chose, tu vas identifier tous les points qui vont faire que tu vas le réussir, et puis tu vas killer les étapes les unes après les autres. Ouais, si tu veux, j'essaye de me dire, il me faut telle méthodologie, il faut que j'ai tout ça en place. J'aime bien fonctionner par entonnoir.
avoir toutes les infos et ensuite petit à petit affiner. Plutôt que de naviguer à vue, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Ça me sécurise en plus le fait de me dire il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Ok. Justement, passons sur le deck. Déjà, le deck, c'est comment se prépare l'examen. Qu'est-ce qu'on doit passer dans l'examen du deck pour ceux qui sont en DSCG et qui se disent je sais pas si je vais aller au bout. Ok. Déjà, il faut se dire que c'est un marathon. Il ne faut pas se dire, le prof nous dit dans 2 mois, il y a le deck à passer, on commence à bosser. Vous êtes vraiment livré à vous-même. Quand je dis livré à vous-même, c'est-à-dire que c'est vous qui vous organisez, quoi. C'est pas le prof qui vous dit semaine prochaine examen, donc on commence à bosser le week-end avant. Les 3 épreuves du deck, il y a la déonto, c'est-à-dire qu'est-ce que peut faire un expert comptable, qu'est-ce que peut faire un CAC et qu'est-ce que ne peut pas faire un expert comptable et ne peut pas faire un CAC. Exemple tout bête, est-ce que je peux être le commissaire aux comptes d'une société pour laquelle je suis déjà expert comptable? Déontologie, révision légale, c'est des cas pratiques où on essaie vraiment de vous mettre dans la peau d'un expert comptable avec un client X qui vient un jour dans votre cabinet et vous dit j'aimerais monter mon activité de kiné, j'aimerais m'associer avec mon frère, quelle structure est la plus adaptée? Mais est-ce qu'on peut acheter quelque chose avec la structure que l'on a? On doit faire une structure à part, tout simplement. Et on a toute notre documentation qui, au demeurant, est papier à l'heure actuelle. Et on cherche dedans pour trouver la bonne réponse. Ça peut toucher plein de choses, de l'audit, de la fiscalité, du social. Et la dernière épreuve, qui est la plus importante, mais en même temps, c'est la seule où vous choisissez le sujet sur lequel vous allez tomber, c'est le mémoire du deck. Le mémoire du deck où, on va dire, le champ des possibles est infini. Il y a tellement de thématiques et de secteurs d'activité possibles. Et au niveau des heures à passer, il y a des grandes lignes. On vous dit entre 600 et un peu plus de 1000 heures, mais il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Tout dépend si vous avez beaucoup d'outils ou pas, si vous utilisez des logiciels que vous maîtrisiez à la base ou pas. Voilà, tout ça. Alors, prenons du coup chaque épreuve. Bien sûr. Et quelle est l'approche méthodologique justement pour la réussir? La déonto, la révision et le mémoire. Comment on fait? Le mémoire, on le passe plutôt à la fin justement parce que comme tu fais du coaching deck, comme ça on aura une vision globale. Ok, alors si on commence par la déonto, c'est du bachotage si on veut. Je ne l'ai pas dit, mais la déonto c'est soit un QCM, soit un QRC, donc QRC question à réponse courte. Donc comment on prépare ça? Alors c'est un peu particulier parce que d'abord on commence par la révision légale, on prépare sa doc, mais ça j'y reviendrai après. Et donc le but de la déonto c'est d'utiliser sa mémoire vive, en tout cas pour ma part c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire se mettre 3 semaines avant l'épreuve et dire je fais que ça. Je fais que ça veut dire je prends les carrés deck, c'est un livre où il y a les fiches avec toutes les informations dont on a besoin. Alors petite nuance, c'est pas toutes les informations mais je vais revenir dessus. On lit ce carré deck, soit on le lit, soit si on préfère le fichier, on refiche derrière parce qu'il y en a qui préfèrent écrire. Moi, ça m'arrive. On fiche. Il faut savoir qu'il y a le carré deck à apprendre pour moi, mais aussi d'autres éléments qui sont hyper importants. Il y a les questions-réponses des guides que l'ordre fait. Questions-réponses, c'est des parties qui sont dans certains guides. Par exemple, on va avoir le guide communication qui me vient en tête. Et vous pouvez avoir, dans ces parties questions-réponses, on peut avoir une question bête du style est-ce qu'un expert comptable a le droit d'envoyer un mail à une personne qui n'est pas son client? Eh bien, ces questions-là, elles peuvent tomber en déonto. Et ça, vous ne le retrouvez pas dans la partie carré deck. Donc ça, il faut le lire. Qu'est-ce qu'il y a un peu? Il y a les SIC. Les SIC, c'est les magazines que fait l'ordre des experts comptables, où dedans, il y a une partie déonto, important de la lire, et une partie actualité, si je ne dis pas de bêtises, une des deux, mais à vérifier. Et le dernier point qui est important, évidemment, vu que c'est de la déonto, se lire les 2 codes de déontologie, expert comptable et commissaire aux comptes. Donc pour moi, 3 semaines avant, on se fait un petit rétro-planning en disant il faut que j'apprenne toutes ces choses. Je pense qu'il me faut tant de temps pour lire tel livre, tant de temps. Ça me fait un nombre d'heures global et je le découpe en fonction des 3 semaines que j'ai à allouer, jour par jour. Dans l'apprentissage de la déontologie, est-ce que tu as découvert des choses qui t'ont surpris? Je ne savais pas que je ne pouvais pas faire ça ou je ne savais pas que je pouvais faire ça. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples justement à des auditeurs qui ne sont pas forcément... tu vois, le sens de dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire? C'est un peu particulier parce que si tu veux, en fait, on a le droit de tout et rien faire. Ça dépend si on porte préjudice à la profession ou pas, quoi. Moi, il n'y a pas de choses qui m'ont spécialement surprise parce que je savais qu'on était une profession où c'est assez feutré, on ne met pas des grosses pancartes. Lorsqu'on est sur la façade d'un immeuble, on a notre plaque comme les autres professions. On n'a pas le droit de faire du démarchage, etc. Il faut avoir des relations confraternelles. Donc écoute, là, comme ça, de but en blanc, il n'y a rien de particulier qui me vient.
Alors, moi, j'ai une question là qui me vient. C'est peut-être dis-moi. une question que je voulais te poser après, mais en fait, là, j'ai trop envie d'avoir l'information. Vas-y. Quand tu as été diplômé du DEC, le fait de rentrer dans cette famille, c'est quoi l'émotion que ça t'a fait? C'est assez particulier. Tu te dis que tu rentres quand même dans un microcosme, quoi. Quand tu compares à certaines professions, le nombre d'experts comptables qu'il y a en France, c'est même pas le nombre d'avocats qu'il y a sur Paris, quoi. Donc, c'est vraiment... tu es dans un micro-monde. Et tu le vois d'ailleurs parce que quand tu es sur la Corse, tu discutes avec des experts comptables en Corse, mais qui connaissent des personnes que tu connais toi aussi sur Paris. Tout le monde se connaît, entre guillemets, si tu veux. Et donc, ça a été vraiment plaisant pour moi, surtout que c'est l'aboutissement de 8 ans d'études. Je dis, les personnes qui font partie de ce milieu, c'est des personnes qui ont cette capacité à réfléchir un peu comme toi aussi, quoi, si tu veux. Donc, très content. Et je rebondis à ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport à la déonto. Un truc qui m'a surpris, c'est lorsque tu t'inscris à l'ordre, ils font une enquête de moralité sur toi. Ça, c'était assez drôle. En vérifiant si tu as bien payé tes impôts, etc. Donc, c'est pas tellement la déonto qui m'a surpris, mais ça m'a fait. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Ok, hyper clair. Du coup, je te poserai la question genre, justement sur la remise, la cérémonie de la remise des diplômes qui a eu lieu il y a quelques jours de cela. Ouais. Pour comprendre aussi comment ça se passe. Alors, révision légale maintenant. On a compris déontologie. Ouais. Révision légale. Comment ça, tu ramènes tous tes documents, tes Francis Lefebvre, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette épreuve? Donc, si on revient chronologiquement parlant pour que les auditeurs comprennent bien, si tu veux, donc mis à part le mémoire dont on parlera après parce que le cheminement est bien plus long, la révision légale, tu la prépares avant la déonto, puisque comme on a dit, la déonto, c'est ce que tu prépares en dernier. Il faut utiliser ta mémoire vive, c'est du bachotage, il faut recracher. Et encore que, je ne l'ai pas dit, mais si je peux refaire un saut sur la déonto, si ça ne dérange pas, parce que ça me Bien vient. sûr. Il y a des choses importantes à savoir. On n'a pas à citer la référence. La déonto, surtout, entraînez-vous beaucoup avec les QRC. Je ne cesserai pas de le dire, mais c'est l'épreuve qui tombe le plus souvent et c'est la plus compliquée, entre guillemets. Et en fonction des points, n'étalez pas votre connaissance. On vous pose une question sur 2 points, c'est 3 lignes maximum. Il faut aller vite. 1 heure, 20 questions, ça va très vite. 3 minutes par question. Je ferme la parenthèse sur la déonto. La révision légale, c'est une épreuve... Non, mais là, c'est important ce que tu pointes, parce que en fait, là, tu donnes une astuce de utiliser la loi de Pareto, quoi. 80-20. Genre, en fait, c'est comme si que toi, tu as un peu compris la manière dans laquelle est conçue l'épreuve, et donc tu vas la réviser d'une telle manière pour pas perdre de temps et d'énergie. Bah, si tu veux, là, on parle de la déonto, Ouais. d'accord. Il faut être un peu stratégique aussi, comme on peut l'être dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on a 10 rendez-vous, 10 personnes à voir, lequel on met en premier, on a des échéances, on commence par quel dossier. Il faut être stratégique aussi. Là, il y a 20 questions. Il faut voir tout de suite le barème qui s'applique à chaque question pour dire je dois passer plus de temps sur celle-là. Est-ce que souvent, le raisonnement qu'ils ont certaines personnes, c'est de dire les questions que je connais le mieux, je les fais à la fin parce que je sais que je vais pouvoir les faire. Non, erreur. Il faut commencer par celle qu'on connaît le mieux et se garder du temps pour celle qu'on ne connaît pas parce que celle qu'on ne connaît pas, on ne sait pas combien de temps on va passer dessus. Et où est-ce qu'on fait l'examen et comment ça... On est dans un lycée, on est dans une salle, on est dans un centre d'examen. Où est-ce qu'on fait ça? Il s'avère qu'avant, les épreuves écrites, elles étaient sur Paris. Maintenant, elles sont en région. Donc, tu vas être, par exemple, je ne sais pas, dans un campus ou dans un grand gymnase où ils ont mis des tables. Moi, il s'avère que j'étais dans une école, si tu veux, où on fait les 2 épreuves le même jour. Pour ma part, c'était ça. Le matin, le QCM ou le QRC. Moi, c'était un QRC. Et l'après-midi, la révision. Voilà. Parfait. Si on revient à la révision dont tu Yes. m'as parlé, la révision, comme je l'ai expliqué, tu viens avec toute ta doc. Chose très importante. Alors là, on va partir sur les tips que je donnerai. J'ai expliqué en quoi elle consistait. N'apporter que de la doc qu'on maîtrise. Je préfère arriver avec 6 mémentos les plus importants, bien maîtrisés, plutôt que de venir avec un panel énorme, surtout que ça fait peur. On se dit où on va chercher. Alors, pourquoi tu dis ça? La doc que l'on maîtrise plutôt qu'avec une doc que l'on maîtriserait pas. Pourquoi on pourrait ramener plein de docs? Tu peux ramener ce que tu veux, en fait. C'est comme si tu étais dans ton bureau, que tu avais ton Google et que tu peux taper dessus. En fait, c'est infini. Là, c'est différent parce que c'est de la doc papier. Mais si tu veux ramener 50 classeurs, la seule problématique que tu vas avoir, c'est pour les faire rentrer dans la salle, quoi. Ouais, je vois. Donc, les mémentos, hyper importants. Quand je dis les travailler, c'est mettre des post-it sur la table alpha. C'est une table qui est tout à la fin du memento avec des mots-clés. C'est des documents avec des feuilles en papier à cigarette. Donc, je ne pourrais pas te dire combien il y a de feuilles, mais il y en a énormément. Donc, pour pouvoir chercher vite dans ces docs-là, ce qui est important, c'est de mettre des post-it aussi tous les, je dis une bêtise, 100 ref. Comme ça, on cherche beaucoup plus vite. Mettre des post-it. Il y a les 4 tranches qu'on peut utiliser, les 3 plutôt. La tranche du haut, du côté et du bas. Et il faut être méthodique. En haut, on peut mettre les grandes parties. Sur le côté,
mettre les sous-parties et en bas, mettre les références concernant les pages. C'est ça que je dis maîtriser sa doc. Ok, hyper clair. Apprendre à aller très vite, ça c'est pour les mementos. Et ensuite, pour la doc papier qu'on va s'imprimer, il y a des choses toutes bêtes. Si on veut pas se retrouver avec des classeurs énormes, imprimer en 2x2 ou en 4x4, recto verso. Moi, j'aime pas ça parce que c'est trop petit 4x4, mais 2x2. Bien préparer sa doc en la post-itant. Moi, chaque document, avant de le mettre dans un classeur, je prenais le sommaire, je mettais un post-it au niveau du sommaire, je mettais un post-it en bas pour savoir que c'était le document numéro 1, 2, 3, 4, 5, un gros sommaire qui retrace tous mes classeurs, les classeurs de CAC et d'expertise pas de la même couleur. Là, je vais un peu loin dans la description, mais c'est factuel, quoi. Ouais, bien sûr, c'est trop bien. Et je feuilletais chaque document en post-itant, comme j'ai dit, le sommaire. Je surlignais au stabilo chaque grande ligne. Et s'il y avait des schémas récap dans chaque document, je mettais un post-it en expliquant ce qui précisait ce schéma récap. Par exemple, le champ d'intervention du commissaire aux comptes ou les commissariats à transfo pour lesquels il faut nommer un commissaire aux comptes, des choses comme ça. Et toi, t'es tombé sur quoi dans le cadre de cette épreuve? Par contre, alors moi, tu vois, ce qui est particulier, c'est que je fais au mieux pour réussir mes épreuves, mais une fois qu'elles sont passées, c'est blackout. Ah ok, d'accord, je vois. Là, de but en blanc, je serais incapable de te dire sur quoi je suis tombé. Incroyable. Il y a eu un peu de social, ça je m'en souviens, mais sincèrement, non. Pourtant, ça te marque quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis passé très vite à autre chose. Ok, hyper clair. Mémoire alors. Ouais. On a souvent tendance à croire ou penser que pour faire un mémoire qui cartonne, il faut un sujet de ouf, il faut quelque chose d'extrêmement innovant, il faut qu'on révolutionne toute la filière. Est-ce que tu pourrais déconstruire un peu ce mythe et nous raconter comment toi, tu as conçu ton mémoire, sur quelle typologie de sujet? Et en fait, comme tu es vraiment plus dans les process, les étapes, comment on vient pour arriver d'un point zéro à un point où on est face à un jury et on arrive à défendre son sujet? Ok, alors par rapport à la première partie de ta question, le mythe, je vais le casser juste par rapport au sujet que j'ai choisi. Moi, j'ai fait des outils de gestion et d'aide à la décision pour des producteurs de clémentines de Corse. Donc, si tu veux, le champ, il est très fermé, quoi. Des producteurs de clémentines de Corse, il y en a 200. Donc, si tu veux 200 producteurs, c'est déjà très peu comme nombre de clients. Pour un seul expert comptable, ça peut être pas mal, mais ils ne sont pas chez un seul expert comptable. Donc, 200 producteurs, ça veut dire qu'ils sont chez une vingtaine d'experts comptables, on va dire, pour faire gros. Donc, j'ai fait un mémoire où j'ai eu 18 en parlant à 20 experts comptables. Donc là, ce mythe de dire il faut que je fasse un sujet où je parle à tous les experts comptables de France, c'est pas vrai, quoi. Ce qu'il faut, c'est, pour un sujet qui peut être de niche, comme le mien, apporter une réelle valeur ajoutée, une démarche. Et c'est là où on va pouvoir légitimiser son écrit et apporter quelque chose réellement à la profession. Comment ça se fait que tu as choisi ce sujet? Alors toi, tu viens de Corse. Ouais. C'est ça. Alors, comment ça se fait que tu es parti chercher ce truc-là? Alors, si tu veux, si on fait large, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Bibliothèque, donc où sont publiés les mémoires. J'ai regardé les thématiques qu'il y avait et les secteurs. J'ai noté ce qui me plaisait. Et ensuite, j'ai cherché comment je pouvais arriver à toucher ça. Dans mon entourage, il s'avère que j'avais un producteur de clémentines. J'appréciais le contrôle de gestion. Et je lui ai posé des questions bêtes. Est-ce que tu es capable de calculer combien te coûte cette clémentine, cette variété-là dans telle parcelle? Il était incapable de me le dire. Et puis une question, on en a amené une autre. Est-ce que tu arroses autant un verger dans lequel tu as tant d'inclinaison et telle exposition au soleil? Il m'a dit non. Donc je me suis dit, ah ouais, là c'est particulier. Il ne sait pas le faire. Et puis en plus, on peut faire un calcul de coût, non plus pour chaque clémentinier, mais pour telle variété qui va être dans tel bloc fruitier. Ah, hyper intéressant. C'était ça. Et une question, on a amené une autre. Donc, première chose, je définis un peu la thématique que je voudrais par rapport à celles qui sont appréciées, que j'appréciais, pardon, et le secteur d'activité. Je vois si j'ai des personnes dans mon entourage ou dans mon cabinet, que ce soit dans mon portefeuille ou celui de mes collègues, ce que je peux avoir, parce qu'il faut toucher un minimum la chose pour être légitime. Si vous choisissez un sujet qui vous plaît, mais que vous n'avez jamais pratiqué, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je définis, j'échange avec une personne du secteur, une question en amène une autre, et puis elle me dit ce serait bien que tu discutes avec telle personne et telle personne. Et donc petit à petit, je passe d'une thématique à un sous-thème, si tu veux, parce que le contrôle de gestion, c'est vaste. Moi, il s'avère que c'était du calcul de coût avec telle méthode, et puis avec tous les outils qui en découlaient. Et petite particularité, moi, j'ai fait aussi de la data visualisation avec Power BI, pour en parler à l'occasion, pour faire la restitution du calcul de coût.
Donc, je cherche le secteur qui me plaît, j'échange avec les personnes qui sont légitimes. Donc les personnes qui sont légitimes, c'est le producteur, la personne qui gère un dossier de... Voilà, l'expert comptable Ouais. qui a plusieurs dossiers. Et puis, un contrôle de gestion. Moi, il s'avère que j'étais en Corse, donc on peut se dire, ah, la Corse est fermée, je suis dans un petit cabinet. Il y a quelque chose aujourd'hui qui est formidable, c'est LinkedIn. Vous allez sur LinkedIn, vous tapez contrôleur de gestion en mots-clés, vous allez tomber sur un docteur en sciences de gestion, sur quelqu'un qui exerce à Dauphine. Vous allez lui envoyer un message, ça ne vous coûte rien, mis à part un peu de temps. Peut-être qu'il ne vous répondra pas, mais si vous lui envoyez rien, c'est sûr qu'il ne vous répondra pas. Ouais, c'est clair. Et donc, en cherchant des personnes qui sont des pointures dans tous les, on va dire, tous les secteurs, toutes les choses qui gravitaient autour de mon sujet, finalement, j'ai pu avoir une réponse qui m'en a emmené une autre. Je suis tombé sur une personne qui faisait du contrôle de gestion et qui était légitime sur Power BI, qui était reconnue. Ah super, j'ai une interview de telle personne. Je suis tombé sur le président de l'association qui défend la clémentine de Corse. Et donc quand vous avez ça dans votre mémoire, si la personne, vous lui avez montré vos outils et qu'elle vous dit « Ah, c'est super intéressant pour les producteurs », c'est difficile d'aller contredire ça. Ok, donc tu vas chercher les pointures dans ce domaine qui est un micro-domaine et finalement, c'est vrai, on n'aurait pas tendance à vouloir le traiter de prime abord, quoi. Un, pour légitimer le mémoire, et deux, parce qu'ils vont avoir des prismes qui vont pas être ceux que j'ai, quoi, parce qu'ils sont H24 dans ce secteur d'activité, quoi. Et important, se rendre sur les exploitations. Moi, c'est en me rendant sur les exploitations que je me suis rendu compte que, je sais pas, tel bloc fruitier, donc un bloc fruitier, pour faire simple, c'est une parcelle, était différente de celui-là. Et en échangeant, quoi. Une question en amène une autre, forcément. Hyper clair. Du coup, quand tu fais ces revues, comment tu construis et tu rédiges ton mémoire? Parce que parfois, on peut entendre qu'il y a des personnes qui disent « Ah, le mémoire, ça m'a tellement appris, ça m'a tellement structuré, ça m'a tellement aidé. » Ouais. Il y en a, purée. Si juste j'ai 10, je remercie Dieu, quoi. C'est vrai. Mais en fait, si tu veux, moi, comme je t'ai dit, j'ai pas trop de juste milieu des fois, et je savais pas où était le palier pour avoir 10, quoi. Je savais pas le quantifier, donc je me suis dit, je fais ce que j'ai en tête et puis on verra bien où ça me mène. Donc pour en revenir, si tu parles du mémoire en lui-même, donc j'ai mon thème, j'ai mon sous-thème, j'ai mon sujet qui se dessine, je commence ma demande d'agrément, ma notice. Si je peux donner 2-3 conseils par rapport à ça, le but c'est ça, je pense. Bien sûr. C'est de faire une demande d'agrément la plus exhaustive possible, non pas sur le document, oui sur le document, mais on est limité en termes de nombre de pages, etc., par la note du jury au candidat, mais c'est plus, même à côté, avoir un brouillon où je détaille tellement mon plan que, en fait, quand je vais rédiger mon mémoire, limite, j'ai plus qu'à mettre des mots de liaison, parce que j'ai déjà tous mes mots-clés, j'ai déjà toutes mes sous-parties, même qui ne sont pas dans la notice. Donc, si je peux donner un conseil, avoir une demande d'agrément hyper précise sur le papier, mais également dans sa tête. La valeur ajoutée d'un mémoire, c'est les outils. Ne pas du tout négliger les outils. Et d'ailleurs, lors de la rédaction du mémoire, moi, je dis toujours de commencer par les outils aux personnes que je suis au niveau du mémoire. Alors, quand tu parles d'outils, ça veut dire? Outils, ça peut être tout. Hein. Ça peut être des outils sous Word avec, par exemple, un questionnaire de prise de connaissance du client. Ça peut être des outils sous Excel comme moi, où c'était des outils de calcul de gestion. Ça peut être des outils de restitution comme Power BI. Ça peut être sous Excel aussi un questionnaire de satisfaction. J'ai fait la mission, je demande à mon client êtes-vous satisfait? C'est un outil aussi. C'est toutes ces choses-là, quoi. Toutes ces choses. En fait, quand j'écoute tout ce que tu dis, et ça, je pense que c'est très important pour nos auditeurs, c'est vraiment le modèle t'aiguise la hache avant de couper l'arbre, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Donc, tu vas passer du temps à aiguiser la hache. Ouais. Et donc, après, quand tu vas rentrer dans l'exécution, tout est simple parce que tu as préparé vraiment le terrain. Ouais, si tu veux. Et je pense que la demande d'agrément, c'est bien pour ça, parce que si on fait quelque chose d'assez exhaustif, d'assez détaillé, en fait, à la fin, on se dit, j'ai mon plan, ce qui me reste, c'est à étoffer, quoi. Alors, les outils, on les a en tête, du moins pour moi, dans mon cas, moi, les outils, ils n'étaient pas faits lorsque j'ai fait ma demande d'agrément, mais je savais que j'allais les faire sur Excel. Je savais que je voulais avoir telle trame dedans, avec un menu principal qui permettait d'accéder à telle page. Depuis l'Excel, je pouvais accéder au Power BI. Donc, en fait, si tu veux, je n'avais plus qu'à les mettre en place, entre guillemets. Ok, je vois. Quand tu fais la rédaction, tu fais la notice, elle est validée ou pas. Voilà. Donc, partons du principe que... Alors, pour qu'elle soit validée, c'est quoi les bonnes pratiques ? Les bonnes pratiques pour qu'elles soient validées, en fait, il faut suivre tout simplement, se dire, le jury va se dire, est-ce que je suis légitime pour faire ce mémoire ?
Donc dire qu'on a une expérience, qu'on a déjà réalisé ce type de mission pour des clients, etc. Donc là, on légitimise la chose. Avoir un plan très détaillé en intégrant les outils, parce que la réelle valeur ajoutée, c'est pas de faire un descriptif sur les clémentines de Corse, c'est de dire les clémentines de Corse, il y a tel problème, j'ai tel outil pour les résoudre. Et j'apporte une démarche à l'expert comptable qui lui permet, depuis la prise de connaissance du dossier jusqu'à la restitution des informations au client, faire quelque chose où il va être en mesure de réaliser toutes les étapes. Voilà, donc j'ai ma demande d'agrément. Donc tu me demandais comment faire une bonne demande d'agrément, avoir les outils qui sont bien cadrés et bien les valoriser. Parce que le défaut qu'on a, c'est bête à dire, mais les experts comptables, on a un bon savoir-faire, mais on ne sait pas faire savoir. Et ben, il faut aussi le faire dans la demande d'agrément, se dire qu'est-ce que j'aimerais qu'on me donne comme information pour que je considère que ce mémoire vaut le coup d'être rédigé et d'être soutenu. Donc, être légitime, montrer l'intérêt du sujet. Donc, l'intérêt du sujet, c'est quoi? C'est qu'il y a des problématiques, il y a des problèmes. Pour un secteur d'activité donné, une thématique, comment ça s'appelle? Il y a secteur d'activité et filière, industrie. Filière, si tu veux, comptabilité, finance, contrôle de gestion. Et l'expert comptable, il peut résoudre cette problématique grâce à sa connaissance, au fait qu'il a des appétences pour tel et tel domaine, etc. Tout simplement. Ok. Passons maintenant à l'étape où tu vas devoir rédiger. Comment on doit rédiger? Est-ce qu'il y a des outils, des choses qui nous permettent de le faire un peu plus rapidement, plus facilement? Ça a été quoi, toi, ton process à toi? Alors moi, je savais que mon mémoire, il allait être axé sur les outils, si tu veux. Quand on m'a dit il faut apporter une démarche à la profession, j'ai raisonné bête et méchant. Je me suis dit, démarche, il faut que je propose un kit mission à un expert comptable qui veut, pour son client producteur de clémentine, lui calculer un coût et lui donner tous les outils qui en découlent. Genre, il prend ton truc et puis c'est bon, il sait faire, quoi. C'est-à-dire, il a mon mémoire, il a les kits missions que je lui mets à disposition, il réalise la mission. Avec le mémoire, il comprend le secteur d'activité et il a tous les outils avec chaque étape. Je communique. Pour communiquer, je lui avais transmis une plaquette où il avait juste à apposer le nom de son cabinet. Je prends connaissance du dossier. J'avais un fichier Excel avec nom, prénom, l'activité, quel est l'exploitant, etc. Avec la partie lab, etc. des experts comptables. Je réalise la mission au modèle de lettre de mission. Je veux savoir où j'en suis dans l'avancement de la mission. J'ai fait un fichier d'avancement qui se mettait en place avec j'ai rédigé la lettre de mission, le pourcentage d'avancement de la mission avançait, etc., etc. Donc moi, j'ai raisonné comme ça. Et donc, je me suis dit, il faut d'abord que je fasse tous mes outils. Parce qu'en fonction de mes outils, s'ils ne sont pas finalisés, je vais mettre une capture d'écran de mon outil dans le mémoire, mais finalement, ça va changer parce qu'en fait, ce n'était pas telle capture d'écran que je voulais mettre. Finalement, je l'ai mis en page, l'outil, et donc c'est plus celle-là qui est à jour. Et je savais que c'est ce qui allait me prendre le plus de temps aussi. Donc, si tu veux, j'ai commencé par les outils en me disant, à telle date, il faut que j'ai fini mes outils. Alors, c'est difficile parce que un outil Excel, quand on a en tête ce qu'on veut faire, mais qu'on ne sait pas exactement comment on va le faire, on ne peut pas dire je vais prendre 1 heure ou 5 heures. Ouais, c'est clair. Tu travailles en même temps. Comment tu arrives à allier à la fois les exigences opérationnelles de ton job et puis le fait de pouvoir mettre tout ça en place et puis de préparer ton mémoire? C'est quoi un peu ton modèle organisationnel? En fait, le modèle organisationnel, il est le temps que j'ai de libre, je le consacre à ça. Quoi. Tout simplement, hein, je bossais pour le cabinet. En plus, j'ai voulu passer le DEC en mai, donc période fiscale. Qui dit en mai dit période fiscale. Donc, si tu veux, c'était de l'organisation. Mais en fait, je dis de l'organisation, mais en soi, c'était je finis de bosser pour le cabinet, je m'aère un peu, je fais un peu de sport parce qu'à un moment donné, on est aussi des humains et il faut s'aérer l'esprit. Et ensuite, je consacre mon temps aux mémoires, quoi. Et les week-ends, c'était pareil. Mais si je peux dire quelque chose aux mémorialistes, une fois que c'est fait, on n'y pense même plus, quoi. Ouais, voilà. En fait, il faut être intense, un peu obsessionnel sur une partie. Et puis après, une fois que c'est terminé, clairement, on passe à autre chose. Mais si on revient aux mémoires pures, les outils et penser, non pas concepteur, mais penser utilisateur. Moi, je me suis dit, je crée des outils, l'expert comptable qui va les utiliser, comment je peux lui faciliter la tâche? Première page des feuilles Excel, c'était en quoi consiste l'outil, comment je l'utilise, avec une légende de dire les cellules qui sont en pointillé, c'est les cellules dans lesquelles tu dois renseigner des informations. Le reste, il n'y a rien à informer, à renseigner. Les cellules où il y a un encadré de telle couleur, c'est des cellules qui sont cliquables, donc qui te permettent d'aller à un autre lien. En fait, avoir une vision utilisateur de se dire comment il peut facilement utiliser mes outils, quoi. Ce serait pas un peu les études où tu as fait un peu de marketing, etc., qui t'aident aussi à avoir cette vision de te mettre à la place de l'autre?
C'est possible. Et puis ce côté où je me suis dit, en fait, je me suis vraiment mis à la place de, j'ai envie de réaliser cette mission, comment je fais, tout simplement. Et je voulais avoir quelque chose d'exhaustif. Donc de A à Z, je peux réaliser la mission. Tu rédiges, bon, tu fais ton mémoire. Comment se passe la présentation et la soutenance? C'est quoi le modèle de l'épreuve? Ça dure combien de temps? C'est quoi les différentes parties? Alors la soutenance, si on se fie à la note du jury, c'est aux alentours de 10 minutes d'un monologue où on présente comme on veut, hein, soit avec un poster, c'est-à-dire un document d'une page, soit avec un PowerPoint, son écrit, et ensuite c'est des questions-réponses. Moi, comment j'ai appréhendé la soutenance? Alors de ce qui se dit, la soutenance, ça peut faire varier entre plus 3 points et moins 3 points à mémoire. Donc ça se néglige pas. Ah oui, d'accord. Ça se néglige pas du tout. Alors moi, ça a été particulier, c'est que j'ai emmené beaucoup de documents. Si je peux donner un conseil, les personnes qui vont être à la soutenance, surtout au mois de mai, sur les 2 personnes que vous allez avoir dans votre jury, vous aurez au moins un expert comptable, voire 2, qui sait. Et donc, c'est des personnes qui sont en période fiscale, qui vont voir d'autres personnes que vous, essayer de sortir du lot. Alors, c'est bizarre à dire, mais si je prends mon cas concret à moi, la problématique qu'avaient les producteurs de clémentines, et qu'ils ont toujours d'ailleurs, c'est qu'il y a très peu de terres cultivables de par la topographie de l'île. Et donc, quand je dis les problématiques, les problèmes auxquels font face les producteurs, je dis la Corse est une véritable île-montagne. Et au moment où je dis la Corse est une véritable île-montagne, je sors à mes pieds, j'avais une carte de la Corse en relief. Et donc, on voit que la Corse, en fait, c'est un pic montagneux, quoi. Et donc, il y a très peu de terres qui sont cultivables parce qu'il y a très peu de surface plane. Et là, le jury m'a regardé en mode, il n'y a rien de plus explicite que la preuve par l'image, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Tout de suite, tu as fait une projection mentale et tu as illustré en images, exactement, en plus avec un objet tangible qui sort un peu d'un papier ou d'un ordi que tu vas avoir en face de ta tronche. Exactement. Et puis, se dire, il faut se mettre, de la même manière que je dis pour les outils, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Bon, là, ça va être difficile de te faire quelque chose d'exhaustif. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est plus en accompagnant mémorialiste par mémorialiste que je le fais. Il faut raisonner pour le mémoire utilisateur et pour la soutenance, il faut se mettre à la place du jury. Qu'est-ce que j'aimerais entendre pour me dire à la fin de la journée, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait ce mémorialiste qui s'est présenté, ça c'était intéressant. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que vu que j'ai fait la restitution via Power BI, qui peut être une application sur le téléphone, je me suis dit, si je monte mon téléphone de là à là, le jury, en fait, il est à 2 mètres de toi, c'est un peu loin. Ouais, je vois. Je me suis dit, je prends un iPad. Ok. Tu vois, et l'iPad, ça permet de se dire, ah oui, il a pensé au fait qu'il allait être un peu loin de nous, et on arrive à comprendre ce qu'il veut nous montrer. Tu vois, c'est des choses bêtes comme ça, mais c'est important. Ok, d'accord. Et c'est quoi un peu l'attitude qu'on doit avoir? Alors, si tu veux, le jury, le jour J, et lorsqu'il lit le mémoire, il se dit, est-ce que cette personne, elle est légitime pour être expert comptable? Est-ce qu'elle va faire défaut à la profession ou pas? Donc, elle se place en tant que client potentiel, point important auquel je pense. Comme j'ai dit, je ne pourrais pas être exhaustif, mais des fois, il y a des bribes qui me reviennent. Sachez que les personnes que vous avez en face de vous, les experts comptables, c'est des chefs d'entreprise. Qui dit chef d'entreprise dit rentabilité à avoir, parce qu'il y a des charges. Et donc, la mission qu'on propose en tant que personne qui présente son mémoire, il faut être capable de dire, je vais devoir la facturer tant. Et donc, moi j'avais ça, une fiche avec le temps qu'on pense passer sur la mission, en tant qu'expert comptable et en tant que collaborateur, combien je facture au taux horaire, est-ce que je fais un forfait ou pas? On peut vous poser cette question, elle est bien votre mission, mais combien vous la facturerez? Parce que moi j'ai des salariés à payer, il faut que la mission soit rentable. Ne pas oublier cet aspect-là des missions qu'on propose. Vas-y, je ferme juste cette parenthèse. Et donc, tu me demandais pour le jury, donc les attitudes à avoir. Vous avez 2 membres du jury. Balayez du regard les 2 membres. S'il y en a un qui ne vous regarde pas, gardez une attitude professionnelle. Il ne vous regarde pas peut-être pour vous déstabiliser, parce que vous serez déstabilisé par des clients, des fois, qui arrivent en colère au cabinet, etc. Ça, c'est le premier point. Avoir une intonation pas monotone. Lorsqu'on parle au début de la problématique du mémoire et ensuite des attraits du mémoire qu'on a fait, changer d'intonation pour montrer qu'on passe à une autre partie. Ça, c'est important. Balayer du regard, l'intonation, la posture, être bien droit, ne pas avoir les mains sous la table. Aussi, chose importante qui me vient, c'est, je l'avais il y a une seconde, ça va me revenir. Balayer du regard, on a dit balayer du regard, on a dit la posture, la tenue, hyper importante.
Pour les garçons, cravate. C'est peut-être le rendez-vous le plus important que vous aurez de votre vie. Cravate oblige, quoi, tout simplement. T'as 18 au mémoire. Ouais. Comment tu ressens le jury à la fin que tu as fait ta présentation? C'est quoi les typologies de questions qu'ils te posent? Est-ce que c'est des questions un peu bateau ou alors il y a de la profondeur? C'est quoi un peu l'idée? Est-ce que tu sens qu'ils ont lu ton mémoire ou pas? Alors ça, c'est un peu particulier. Je vais te dire pourquoi. Alors la première question qu'ils m'ont posée, et c'est à double tranchant, et la question et ma réponse. La question qu'ils m'ont posée, c'est est-ce que c'est vous qui avez fait tout ça? Parce que j'avais énormément d'outils et je leur ai dit, écoutez, j'ai du mal à déléguer, moi. Donc, ça répondait à la question et en même temps, ça peut être à double tranchant, quoi, selon l'attitude du jury. Donc, ça a été la première question. Sinon, ça a été des questions sur comment fonctionnaient mes outils, si mes outils étaient transposables, pas à la clémentine, mais par exemple au pomelo ou au citron, chose que j'avais spécifiée, mais qu'ils aiment bien reposer comme question. Est-ce que je trouvais le fait de facturer au forfait ou à l'heure plus intéressant, des choses comme ça en fait. Ok, d'accord. Et par rapport à ta question, donc les questions qui m'ont posé, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête qui était assez intéressant d'ailleurs. Ça va me revenir. Ça me reviendra sûrement. Ok. Toi, ce mémoire, qu'est-ce qui t'a appris sur la filière? Tu vois, sur la filière expertise ou clémentine? Clémentine, justement. En fait, c'est demain, il y a un expert comptable, il a ce dossier qui arrive. Où est-ce qu'il peut montrer à son client qu'il peut avoir de la valeur parce qu'il a vraiment compris ses problématiques? Déjà, comprendre le processus de production de la clémentine. Alors c'est bizarre que là on parle de la clémentine parce que c'est le sujet de mon mémoire, mais au demeurant c'est pas quelque chose sur lequel je me suis étalé ensuite lorsque je me suis installé en tant qu'expert comptable. Mais comprendre le processus de production de la clémentine, en fait, comment vous allez vous retrouver légitime envers un chef d'entreprise si vous comprenez son quotidien, quoi. Ouais, bah c'est clair. Si vous savez que d'octobre à décembre, c'est à ce moment-là qu'il récolte la clémentine. Si la problématique qu'il a, c'est que il va être très soucieux des températures, très soucieux des aléas climatiques, parce qu'il récolte qu'une fois dans l'année et que s'il s'avère qu'il y a de la grêle qui tombe chez Clémentine, c'est toute une récolte d'une année qui part à l'eau, quoi. Le fait que les ouvriers qui récoltent la clémentine, ce sont des salariés qui ne sont pas en Corse, mais qui viennent de l'étranger, toutes ces choses-là, quoi. Et avoir ça en tête, finalement, on revient à ce que j'ai dit sur le mémoire. Moi, si on prend mon mémoire, on a toutes ces informations. Donc, il faut raisonner, lecteur du mémoire, est-ce qu'il y a une vraie démarche exhaustive dans votre mémoire? Je comprends les problématiques des producteurs et je peux les résoudre. Tu t'es installé en tant qu'expert comptable. Est-ce que... tout à l'heure, tu as dit, quand je fais quelque chose, j'ai envie d'aller au bout. Ouais. Alors, au bout, c'était d'avoir le deck, mais est-ce que c'était forcément de s'installer? Écoute, ça ne l'était pas forcément au tout début, mais finalement, ça a été une évidence lorsque j'ai mis bout à bout toutes les choses que j'avais en tête, c'est-à-dire me dire, je veux bosser comme je veux. Quand je te disais que ce n'était pas une évidence, c'est que je ne savais pas exactement où je voulais exercer, comment je voulais exercer, mais je savais que je voulais être... d'une certaine manière mon propre patron parce que je voulais prendre mes décisions par moi-même, me dire aujourd'hui j'ai envie de bosser pour tel client, demain pour celui-ci. Donc si tu veux, tous ces points-là mis bout à bout, géographiquement ne pas avoir de limite, ça a fait que j'ai voulu exercer de telle façon. Et j'aime l'expertise, mais tu l'as dit, je fais aussi du coaching pour le deck. Donc le fait de pouvoir avoir cette flexibilité en te disant le matin je bosse pour un client et l'après-midi j'accompagne un mémorialiste, c'est qu'en étant libéral que tu peux le faire, quoi. Tu as une thèse. Alors, j'ai bien compris dans ton esprit que tu vois, tu es très méthodique. Ouais. Avant de lancer ton cabinet, ça a été quoi ta méthode justement pour te lancer? Alors, c'est bête, hein, mais en fait, je voulais me dire, au moment où je me lance, j'ai rien laissé au hasard, c'est-à-dire j'ai contacté un designer pour faire ma charte graphique. J'ai tout de suite pris le nom de domaine pour que lorsque j'envoie le premier mail à un client, il n'y a pas écrit Nicolas cabinet-impact@gmail.com. Tu vois, c'est bête, hein, mais je trouve que c'est bien plus légitime. J'ai bien choisi le nom qui me plaît de l'entité que j'ai créée. Toutes ces choses-là, de dire quels outils je vais utiliser, pourquoi. Et c'est bête à dire, mais ce n'est que mon avis. Moi, je considère que pour être légitime et pour être très bon dans un domaine, il faut un minimum être spécialisé. Alors, on pourra en parler un peu tout à l'heure, mais moi, bien que j'accompagne la plupart des chefs d'entreprise,
j'ai une forte appétence pour les professions libérales, que ce soit le médical, le paramédical, les professions du droit et du chiffre, les architectes, les avocats, ou encore, même ça c'est un peu particulier parce qu'ils sont un peu des fois euh, à la marge, et c'est ça qui me plaît chez eux, c'est les artistes-auteurs. Et donc, si lorsque un médecin bêtement, il se dit « Ah, je suis dans le cabinet Impact de Nicolas, c'est le référent des professions libérales », ben, je me sens en sécurité, entre guillemets. Et je trouve que ce côté-là, c'est hyper intéressant. Et même pour l'interprofession, un avocat, il réfléchit, il dit « Ah, punaise, j'ai besoin de faire telle structure pour un confrère. » Ben, je sollicite Nicolas parce que c'est son domaine d'activité, quoi. Alors, pourquoi spécifiquement les professions libérales que tu as choisi cette partie-là? Ben, parce que j'en suis une. Et puis, parce que durant mon stage et durant mes différentes expériences professionnelles, il s'est avéré que j'en ai accompagné plusieurs, voire beaucoup. Et donc, forcément, je comprends leurs problématiques, leurs enjeux, et je peux y répondre, quoi. Alors, c'est quoi justement leurs problématiques à eux, techniques, administratives, comptables, financières, fiscales, Bah, alors, sur lesquelles justement... on va pas toutes les prendre parce qu'en plus, les professions libérales, tu raisonnes pas de la même façon pour un avocat que, je te dis une bêtise, pour un artiste-auteur. Qu'est-ce qui me vient que j'ai pu faire récemment? Pour un kiné, par exemple, il s'avère que les kinés, lorsqu'ils sortent d'école, on les lâche un peu, dans la rue comme ça, dans la savane, entre guillemets, et démerde-toi, si je puis dire. Qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Il s'avère que je devais intervenir pour une école de kiné où les kinés allaient être bientôt diplômés. Et j'ai préparé un guide d'installation du jeune masseur kinésithérapeute avec. Déjà, la première question, est-ce que vous voulez exercer seul ou en groupe? Si vous voulez exercer en groupe, c'est quoi? C'est que vous mettrez en commun vos moyens avec une SCM, par exemple, ou vous voulez vous associer avec d'autres kinés pour exercer ensemble et donc peut-être faire une société d'exercice libéral. Ça, ensuite, une fois que vous savez ça, quelles sont chronologiquement toutes les étapes? Parce que bêtement, il va se dire, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'inscrire à l'ordre en premier? Est-ce que je dois créer ma société? Et moi, ce que je leur ai proposé, c'est un guide en leur disant, la première chose à faire, c'est d'être diplômé. Ensuite, c'est de vous inscrire à l'ordre des kinés avec la souscription d'une assurance. Ensuite, créer un compte bancaire, créer votre entité, contacter l'URSSAF, contacter la Carpinco, comment j'obtiens ma carte CPS, carte professionnelle de santé, tout ça, quelles erreurs à ne pas commettre. Par exemple, je dis une bêtise, tout de suite acheter du matériel très onéreux alors qu'on n'a pas sondé le marché pour savoir s'il y avait besoin d'être spécialiste en acupuncture, par exemple, je dis une bêtise. Quelles sont les choses importantes à faire? Par exemple, solliciter un expert comptable, quoi. Comment tu l'as obtenu, cette intervention? Comment tu es parti la chercher et comment ça se fait que tu l'as faite? C'est fou, si tu veux. C'est une personne qui t'en amène une autre. Et alors, ce que j'aime bien avec les professions libérales, parce qu'à un moment donné, on est des chefs d'entreprise et il faut raisonner business, c'est que c'est des microcosmes où ils se recommandent beaucoup entre eux. Ouais, c'est ça. Un kinésithérapeute t'en amène un autre, et puis tu discutes avec une jeune diplômée. Moi, il s'avère que j'ai discuté avec une jeune diplômée qui est ma cliente et qui m'a dit ah punaise, tu vois, au final, ce que tu fais pour moi, toutes les informations que tu me donnes, quand on sort d'école, on ne le sait pas tout ça. Ce serait bien que tu interviennes dans mon école. Et elle m'a donné le contact de la responsable pédagogique de cette école, et je suis intervenu pour cette école, tout simplement. Donc en fait, toi, dans l'esprit aussi, quand tu es parti les voir, tu leur as apporté beaucoup de valeur. Ouais. Parce que tu vois, j'écris la question, mais comment tu arrives à avoir des clients? Ouais, si tu veux, le bouche à oreille, souvent. Et puis, c'est bête à dire, mais même au niveau des confrères, le fait qu'ils se disent que je suis spécialisé là-dedans, c'est pas comme si je disais je prenais de tout. Et donc, le confrère qui va me recommander, c'est plus un ami qui a envie de me dire je prends pas ce dossier, prends-le. Moi, j'ai des amis qui sont spécialisés, des amis et des confrères d'ailleurs, qui sont spécialisés en e-commerce. Les professions libérales, ça leur plaît pas du tout. Ils savent que je suis le référent de ça, donc ils se disent je te l'envoie, quoi. Parce que je vais être bien plus légitime, et pour eux, c'est dur de recommander quelqu'un des fois parce qu'on se dit si ça se passe mal. Bien sûr. Tu vois, donc, c'est ton nom aussi et ton image voilà. aussi qui peut. Donc tu prends bien moins de risques en te disant je vais recommander quelqu'un qui a une appétence pour ça. Et donc, comment j'obtiens des clients? Par les confrères, par l'interpro, c'est-à-dire des avocats, des notaires, etc. Et puis par le bouche à oreille. Du kiné qui t'en amène un autre, du chirurgien dentiste qui t'en amène un autre. Et voilà, quoi. Et puis quand ils sont contents, c'est bête à dire, mais on leur fait pas juste la compta tradie, mais on leur prépare leur avenir. On cherche une stratégie de rémunération.
quelle forme juridique choisir, est-ce que je choisis de m'associer avec telle personne, est-ce qu'on fait de structures juridiques distinctes, tous ces points-là. Et c'est bête à dire, mais le fait d'avoir des livrables aussi. Lorsque tous les mois, avec Power BI, on fait un petit reporting où on n'a pas juste, ben voilà, votre chiffre d'affaires de ce mois-ci, c'est ça, mais un camembert avec le chiffre d'affaires qui est ventilé par activité, qu'on peut consulter directement sur le téléphone en temps réel. C'est toutes ces petites choses qui font que le client, il voit une valeur ajoutée, quoi. Justement, c'est quoi le plus gros du portefeuille que tu as? Est-ce que ce sont plutôt des avocats? Est-ce que ce sont plutôt des kinés ou... C'est beaucoup du médical, du paramédical. Et il s'avère que j'ai du technique aussi, mais le gros, c'est du médical-paramédical. Et c'est quoi les indicateurs sur lesquels eux, ils doivent être vigilants, tu vois, les ratios qu'ils doivent analyser. C'est quoi leur tableau de bord que tu dois leur livrer à eux pour qu'ils puissent savoir comment se porte leur activité et comment ils peuvent la faire progresser du coup? Si tu veux, si on raisonne pour les praticiens médicaux, les vrais indicateurs que tu vas avoir, c'est plus de dire c'est bête, hein, mais le chiffre d'affaires encaissé ce mois-ci comparé au mois précédent, c'est assez simple, hein, les indicateurs. C'est pas comme faire du contrôle de gestion avec un calcul de coût pour quelqu'un qui fait des comment on va appeler ça, des produits aéronautiques, quoi. Donc ça va être assez simple, c'est mon solde de trésorerie, c'est ce mois-ci j'ai acheté tant de matières, par exemple un dentiste, tant de prothèses, etc. C'est des indicateurs très simples, mais le fait d'avoir des graphiques qui sont un qui va être par exemple circulaire et puis l'autre qui va être en forme de diagramme, tout ça, ça leur plaît ça, mais c'est des informations que tu peux retrouver dans la compta du style mon chiffre d'affaires, ma trésor, qu'est-ce que je vais avoir comme achat ce mois-ci comparé au mois dernier, toutes ces choses-là, quoi. C'est quoi ta vision avec ton cabinet? Il y a quand même pas mal d'outils qui se développent aussi, Ouais. qui permettraient de traiter facilement, entre guillemets, peut-être pas encore, mais en tout cas, c'est ce qui tend dans le marché. C'est quoi ta vision avec ton cabinet? Où est-ce que tu veux l'emmener? Écoute, on m'a déjà posé cette question et j'ai pas de réponse toute faite à ça. En fait, si tu veux, je prends les clients qui me stimulent, où je sens qu'il y a un bon feeling et qu'on va pouvoir bien bosser ensemble. Et j'en prends. Et puis à un moment donné, il va falloir prendre plus de personnes. Je parle au niveau de la structure du cabinet. Mais j'ai pas de choses où je me dis, bon, ben, dans un an, je veux 4 salariés, 5 salariés. C'est plus, j'ai le cabinet qui me plaît en prenant les clients qui me plaisent. Et si pour prendre encore plus de clients qui me plaisent, il faut que je prenne plus de personnes, ben, je le ferai, quoi. Mais j'ai pas de choses bien définies. Par contre, le but, c'est de dire, je prends des logiciels qui me permettent d'aller vite sur les tâches à faible valeur ajoutée. Moi, demain, j'utilise Pennylane, Power BI, Fintesis, des choses comme ça, qui permettent d'avoir un faire savoir auprès du client. Et moi, de mon côté, d'aller vite pour apporter du conseil à plus forte valeur ajoutée, de la recherche de financement, des audits d'acquisition, des choses comme ça. Et donc, le cabinet que je veux, c'est tâche à faible valeur ajoutée automatisée, faire du conseil, pouvoir être très digitalisé en se disant je suis sur Paris, je bosse pour un client qui est sur Marseille et inversement. Et voilà, quoi, tout simplement. Tu fais du coaching deck. Oui, j'ai pas parlé de ça. C'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Tu fais du coaching deck. Ça t'apporte quoi de faire ça? Le fait de transmettre et de dire, en fait, je comprends vos problématiques parce que je suis passé par là, quoi. Quand on accompagne un médecin, je les comprends parce que j'en ai accompagné beaucoup, mais je suis pas médecin. Mais donc là, quand on se dit, on est passé par là, je sais ce que c'est de bosser tous les week-ends en se posant la question de, punaise, j'ai cet outil Excel, je sais que c'est possible de faire ça, comment je vais le faire? Ben, au final, le fait d'être passé par là, un, je les comprends, et deux, je suis légitime. Et de par mes résultats, c'est pas négligeable. Quand vous avez eu 18 à un mémoire et quasiment 16 de moyenne générale aux 3 épreuves confondues, ben forcément, vous allez être plus écouté que quelqu'un qui est diplômé, hein, mais qui a eu les notes limites pour ne pas l'avoir, quoi. Donc, si tu veux, ce coaching, j'aime beaucoup la transmission. Quand on a eu les résultats que j'ai eus, qu'on est diplômé, etc., et qu'on coach des personnes qui vont passer le mémoire dans 5, 6, 8 mois, en fait, on sent qu'il y a une vraie écoute. C'est pas comme si on était à donner des cours à des personnes de licence 1 qui savent pas encore si ils vont faire de l'éco pur, s'ils vont aller en banque, s'ils vont être experts comptables ou quoi. Là, on a des personnes qui, dans 6 mois, peuvent être nos confrères.
Et donc, on se dit, ce qu'on va leur dire, c'est, entre guillemets, parole d'évangile, quoi. Ouais, Donc, bien c'est sûr. ça qui est hyper intéressant. Tu côtoies du coup pas mal de personnes qui sont mémorialistes. Ouais. T'es aussi. Nous, on s'est rencontrés à l'époque à l'annexe L'annexe, ouais. Côte d'Azur. C'est quoi, selon toi, les préoccupations ou les interrogations ou les doutes ou les choses auxquelles pensent les générations actuelles là, de comptables ou d'experts Alors, tu comptables, parles mémorialistes? pour leur mémoire ou pour leur vie future? Leur vie future, tu vois. Comment ils voient un peu l'avenir? Alors, c'est particulier parce que c'est fou, mais en fait, le DEC, j'avais vu que la moyenne d'âge d'un diplômé, c'est 33 ans. Et donc, 33 ans, mais tu as un écart type qui peut être assez important. Tu peux avoir des personnes qui sont diplômées comme moi à 26 ans et des personnes à 45. Ouais, c'est vrai. Donc, la vision de quelqu'un à 45, c'est pas la même que celle de carrément. quelqu'un à 26. Donc, je trouve des personnes qui disent ben, moi, je veux mon diplôme, mais j'ai ma petite vie, je veux rester dans le cabinet où je suis, je veux m'associer pour avoir ma tranquillité. J'ai déjà posé mes bases où le samedi, dimanche, je bosse pas, j'ai ma petite vie de famille, etc. Et d'un autre côté, j'ai les personnes qui disent alors moi, le DEC, c'est le sésame, c'est le jour où j'ai le DEC, le lendemain, je suis inscrit à l'ordre. Ok. Donc, si tu veux, c'est tellement variable. Et puis, même de mon âge, il y a très peu de temps, et peut-être qu'elle se reconnaîtra, j'ai coaché une amie à moi qui a fait un mémoire sur de la gestion de patrimoine pour des gens qui veulent acheter des biens à Bali. Voilà, pour faire simple. Et elle, son objectif, c'est rester dans le cabinet dans lequel elle est. Pourtant, elle a quasiment le même âge que moi. Et s'associer. Alors que c'est pas du tout le même parcours que moi, où moi, j'ai créé ma structure ex nihilo, etc. Tu vois. Donc, les tendances, je dirais que aujourd'hui, on a quand même plus envie de scinder la vie pro et la vie perso. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est acté. Mais encore une fois, tu as des personnes qui veulent s'associer, d'autres qui partent de zéro. Il n'y a pas de règle pour moi sur ça. Toi, du coup, tu as créé ton cabinet en partant de zéro. C'est quoi, selon toi, les avantages et les inconvénients de le faire comme ça? Et pourquoi toi, tu as décidé de le faire comme ça et peut-être pas de t'associer peut-être dans le cabinet dans lequel tu étais ou alors t'associer avec un copain ou avec une copine, tu vois? Alors, si tu veux, parce que je me suis dit, si je crée un cabinet, je vais le faire à mon image, quoi. C'est difficile quand tu t'associes dans un cabinet, sauf si tout t'intéresse et que tu te dis, c'est exactement le cabinet que j'aurais voulu faire, ce qui est compliqué quand même, de changer des process. Quand tu as des collaborateurs qui ont une cinquantaine d'années, qui bossent depuis 25 ans de la même façon, toi, ça te plaît pas trop, mais quand tu n'es pas encore associé, etc., tu n'es pas vraiment légitime pour le dire. Moi, je me suis dit, si je crée mon cabinet, je vais le faire à ma façon, quoi. Donc, et je pense que si je m'étais associé, je me serais toujours dit, putain, si j'avais créé ma structure, qu'est-ce que ça aurait donné? Ok, t'as envie de le savoir. J'ai envie de le savoir. Je peux me planter, il n'y a pas de problème. Hein. Mais j'aurais toujours ce truc de dire, putain, j'ai essayé, je me suis loupé, mais je me suis donné les moyens de, quoi. Comment tu t'assures d'avoir une satisfaction client qui soit à son maximum? Tu vois, c'est quoi en fait, toi, la relation que tu entretiens avec tes clients? Disponibilité, être franc avec eux, ne pas dire ah, je sais ça, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Quand je sais pas, je le dis. Je vais me renseigner, ne vous inquiétez pas. Donc, disponibilité, être franc, leur apporter une valeur ajoutée, pas seulement dire bon, ben, vous me donnez des documents et puis je vous envoie votre bilan quand il est fait. Ce côté avec ces outils de data visualisation que sont Fintesis et Power BI, c'est bête à dire, mais un médecin, quand il sait chaque mois combien il a de chiffre d'affaires, qu'il a acheté tant de fournitures ce mois-ci, mine de rien, c'est cool pour lui, quoi. Ça le sort de son quotidien de dire bon, ben, j'ai ce patient à telle heure et puis celui-ci à telle heure. Il enchaîne les rendez-vous. Voilà. Donc je trouve ça bien. Donc, valeur ajoutée de par les outils qu'on lui met à disposition, disponibilité, franchise. Je trouve que ça, c'est important. Je trouve que c'est 3 points-là. Et essayer de, des fois, mettre une certaine barrière, de dire écoute, là, je ne suis pas disponible. On se rappelle plus tard. Ça, on va dire, ça pose les bases d'une relation et elle sera toujours saine, entre guillemets. Et dans le cas du mémoire, tu parlais aussi de la facturation au forfait ou à l'heure. Ouais. Du coup, toi, c'est quoi ton modèle de facturation avec tes clients? Est-ce que tu leur fais un forfait annuel et ils peuvent te contacter comme ils veulent? Comment ça marche? Si tu veux, je leur fais un forfait en leur expliquant qu'est-ce qu'il contient. Et si on part sur ah, Nicolas, je t'appelle aujourd'hui ou je vous appelle aujourd'hui, ça dépend de la relation qu'il y a avec le client. Ah, j'ai cette problématique-là, comment on peut la résoudre?
si j'ai la réponse comme ça de but en blanc, je vais lui donner. Et par contre, j'aime pas ce côté où on répond entre deux portes. Je vais dire, écoute, là, tu as une problématique particulière qui peut être successorale. Tu veux acheter un appartement avec ta compagne. Ah, quel est le régime matrimonial que vous avez, etc. Là, il faut que je me pose, que je fasse une étude. Donc, si c'est ces questions qui portent à une réflexion qui doit être assez poussée, là, je fais une facturation à côté en expliquant. Mais par contre, je leur explique, voilà, ça va coûter tant, je leur pose les bases. Vous êtes OK, pas OK. L'étude va comporter ça, ça et ça et ça. Voilà, votre situation actuelle et quelle est, avec tout le détail des possibilités qu'il y a, celle que je vous préconise. Ok. Je propose un tarif, ils me disent oui ou non, et voilà, tout simplement. C'est quoi ton rythme de vie ? Mon rythme de vie, quand c'est pour les mémorialistes, quand ils me contactent, ça dépend de la problématique. Ah, punaise, j'aimerais passer ma soutenance dans 3 semaines. Est-ce que tu peux vite me prendre parce que j'aimerais faire une soutenance aujourd'hui et puis en fonction des remarques que tu me fais, une autre dans une semaine, le temps que j'ingurgite les informations que tu m'as données et que je puisse en tenir compte. Quand ça, c'est pour le mémoire, je vais adapter ma journée aux urgences. Si le client il me sollicite, il a besoin de vite créer sa structure pour pas passer à côté de certains clients, on va lui faire. C'est en fonction des urgences, si tu veux, tu vois. Et puis, quand tu es à ton compte, tu te dis, bon, je suis un peu fatigué, demain, je peux me réveiller un peu plus tard et puis je bosse un peu plus tard le soir. C'est ça qui est hyper sympa. Là, aujourd'hui, je suis avec toi, on fait un podcast. Cet après-midi, je vais bosser pour des clients. On est à Nice pour des clients qui sont sur Paris. Et puis demain, ce sera pour des clients qui sont en Corse, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est hyper cool. Donc ma journée, la veille, souvent, je me note, il faut que je fasse ça, ça et ça demain. Mais sinon, ma journée, elle est variable en fonction des urgences et aussi de ce côté coaching, que ce soit pour le mémoire, mais aussi pour les écrits, parce que j'accompagne pour les écrits. Et on n'a pas parlé, mais aussi souvent, je conçois des supports pour le CFPC, qui est le centre de la formation comptable, où je conçois des supports et je les anime. Donc ça, c'est aussi en fonction des sujets qu'on me demande de concevoir. Souvent, les experts comptables, il y en a beaucoup qui font de la transmission. Ouais. Quand tu dis la transmission, c'est... Où tu vas faire de la pédagogie. Ah oui, quoi. de la pédagogie, oui, bien sûr. Pour quelle raison tu fais ça ? Est-ce que toi, tu te dis, en fait, tu fais que ce qui te plaît ? Ou alors, tu le fais parce qu'on te le demande ? Et pourquoi t'es pas... Parce que tu vois, tu dis que moi, généralement, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Oui. Pourquoi tu te concentres pas 100% sur ton cabinet et que tu multiplies là, ces éléments-là ? Parce que ça me plaît, tout simplement. Ouais, en je fait, vois. hein. Ça me plaît. Hein. Je passe ça, mais j'ai aussi donné des... J'ai pas encore commencé, mais donner des cours à la fac. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. Quand tu débutes aussi, tu as envie de toucher à plein de choses différentes, quoi. Donc ensuite, à un moment donné, il faut réduire un peu le scope parce que une journée elle dure 24 heures et qu'on ne peut pas tout faire. Mais pourquoi j'ai choisi de faire du coaching ? On m'a sollicité par rapport à mes résultats, donc ça s'est fait un peu de fait et ça m'a plu. Donc c'est un plaisir. La conception de support, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis le fait d'animer ça dans toute la France, on rencontre des gens de tous bords. Quand on anime quelque chose pour des collaborateurs comptables, on ne va pas parler de la même façon à un collaborateur qu'à un expert. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on va adapter son discours. Donc, il y a ce côté où on rencontre plein de gens qui viennent de bords totalement différents. Et ça me sort de le médecin que j'accompagne, le prestataire de service ou l'avocat, tu vois. Le matin, tu fais ça, l'après-midi, tu te retrouves dans une ville totalement différente, à dire je rencontre des personnes avec une culture même différente, tu vois, une intonation différente, c'est hyper intéressant. Et le soir, tu coaches un mémorialiste qui va passer le deck dans une semaine et qui a besoin de conseils sur comment bien faire sa soutenance, quoi. On arrive déjà à la fin de cet épisode, Nicolas. Ouais. J'aimerais aussi que tu puisses nous plonger, nous immerger dans la remise des diplômes que tu as eu là il y a quelques jours. Ouais. Comment ça se passe ? C'est quoi cette grande fête et c'est quoi l'émotion qui en ressort ? L'émotion, c'est un peu particulier parce que toi, t'es diplômé un an avant. Tu es diplômé en mai, mais parce qu'en fait, vu qu'il y a 2 sessions par an, il y en a une en mai et une en novembre, ils attendent que toute la promotion de l'année soit diplômée. Donc, ceux qui passent en novembre, ils sont diplômés en janvier de l'année suivante. Et donc, tu as les 2 promotions qui se réunissent en juillet N+1. Donc, moi, j'ai été diplômé en mai 2024 et ma remise a eu lieu en juin 2025. Et donc, tu as dans une salle énorme, il y avait 3000 personnes où tu te réunis tous avec tes proches. Et au début, tu as un espèce de show visuel. Et puis, tu as le président
du Conseil national qui intervient en expliquant que lui aussi, il a passé le deck, évidemment, que lui, ça s'est fait comme ça. Là, lui, il s'avère que quand il rédigeait son mémoire, il avait déjà un enfant, donc il met une photo de quand il gardait son gosse, en même temps, il rédige son mémoire, donc c'est hyper cool. Et puis, tu as aussi le président de la CNCC, tous ces intervenants. Tu as des entrepreneurs à succès qui discutent, qui échangent et qui font le parallèle avec les experts comptables en disant « Ah, moi, j'ai réussi, mais pas que grâce au fait que j'ai eu une bonne idée, mais aussi parce que j'ai été bien accompagné par un expert comptable. » Et donc, tous ces petits intervenants qui échangent, et puis on est tous là avec nos écharpes rouges, bien habillés, nos proches qui sont fiers de nous, les photos qui vont bien. Et en fait, si tu veux, tu es diplômé, mais tant que tu n'as pas passé la cérémonie, je pense que comment dire, Il manque encore quelque chose. Ouais, tu n'appréhendes pas encore vraiment le fait que... Voilà. Ouais, je vois. Là, il y a la cérémonie qui est passée, c'est fait, quoi. Moi, j'ai été diplômé il y a 1 an et j'ai exercé le métier d'expert comptable avant de faire cette remise de diplôme. Mais on se dit, bon, ben ça, c'est acté, quoi. Tu vois, l'expert comptable, il touche à plein de trucs, plein de sujets différents. Selon toi, c'est quoi les qualités qu'il doit mobiliser? Parce qu'en vérité, des fois, tu as 2 pans. Autant tu as des entrepreneurs qui diront « Mon expert comptable, je ne peux pas m'en séparer parce qu'il est incroyable. » Et puis, il y en a d'autres qui disent « Ah, là, franchement, il est nul, quoi. » Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour toi, c'est quoi les compétences qu'il faut mobiliser justement pour apporter la valeur là où il le faut et, entre guillemets, peut-être bien rester à sa place et pas chercher à... Alors moi, pour mon cas, dans la mesure où, comme j'ai dit, j'accompagne la plupart des chefs d'entreprise, mais que j'ai une appétence particulière pour les profs libres, bah forcément, les questions qu'ils vont me poser, j'ai souvent la réponse dans la mesure où j'ai réduit mon champ d'action, si tu veux. Donc ça, mais par contre, je pense que une des qualités premières d'un expert comptable, c'est l'adaptabilité, quoi. C'est de dire, ah punaise, j'ai une question qui me vient, le client il est dans l'urgence, il faut que je puisse lui répondre. Ce matin, j'ai bossé avec un médecin, cet après-midi, j'ai un client du BTP qui m'appelle, il faut savoir faire le switch, tu vois. On m'envoie un fichier Excel où pour l'insérer dans mon logiciel de comptabilité, il faut que je fasse des modifications, il faut que je sois capable de dire, ah punaise, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Je pense que s'adapter, c'est le mot-clé, mais pour tout dans la vie, en fait. Hein. Donc, je pense qu'un bon expert comptable, c'est quelqu'un qui s'adapte, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, et c'est quelqu'un qui sait aussi mettre en garde son client, quoi, ne pas se laisser faire. Ça, je trouve ça important. Ouais. Mais l'adaptabilité, je pense que c'est quelque chose de primordial. J'ai une dernière question à te poser, Nicolas. Grand plaisir. Que je pose maintenant traditionnellement à tous mes invités. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose ou une rencontre que tu as pu faire dans le cadre de ta carrière qui t'a marqué et dont la sagesse ou l'apprentissage que tu as pu en ressortir, tu pourrais le partager à nos auditeurs? Qu'est-ce que j'ai eu? Des fois, alors c'est particulier. Alors le premier, c'est des fois, il ne faut pas trop faire confiance non plus. Moi, je suis quelqu'un qui... je sais pas, j'aime bien les rapports humains, donc si j'ai un bon feeling avec quelqu'un, je vais avoir envie de lui faire confiance. Et des fois, j'ai eu certaines déconvenues. Donc, des fois, essayer, comme on dit, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle. Des fois, d'être un peu plus terre à terre et se dire, bon, ben là, je ne devrais pas trop faire confiance à ça, je vérifie. Et certaines rencontres, des fois, vous poussent à faire certaines choses où vous pensiez que je ne devrais peut-être pas le faire, etc. Mais quand on a un point de vue extérieur, quelqu'un qui n'est pas vos parents, parce que c'est difficile des fois d'écouter ses parents parce qu'ils ont un point de vue qui est subjectif des fois. Ça. Écouter une personne tout autre qui va vous dire « Ah punaise, mais Nico, tu devrais faire ça. Quand je te vois, je sens que tu es légitime pour ça. » Se lancer, se dire qu'au final, on n'a rien à perdre, quoi. Alors c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais quand vous avez une personne extérieure qui vous dit « Essaye ça », qui vous a compris, qui vous connaît, qui pense que c'est bien pour vous, vous pesez le pour et le contre. Vous vous dites « Bon... ce qu'elle me dit, même si je loupe, qu'est-ce que j'ai à perdre? Foncez. » Merci beaucoup, mon cher Nicolas, d'avoir participé à cet épisode. C'était un grand plaisir pour moi. Partagé. Si les gens veulent te retrouver, je mets ton profil LinkedIn en description de cette vidéo. Nicolas Cardi. Et du coup, tu es le fondateur du cabinet Impact Audit et Gestion. Exactement. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. J'espère qu'il vous a fait kiffer autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser. Naturellement, si c'est le cas, eh bien, likez, partagez les 5 étoiles. Ça me donne de la dopamine, de la force et ça me permet d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, d'experts comptables, de professionnels du chiffre et d'acteurs de l'écosystème comptable et financier. Toujours les plus inspirants les uns que les autres.
Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!